Cette conférence va effectivement revenir sur les représentations archétypales de la femme et de son sexe à travers l'histoire de la médecine, mais aussi la philosophie, les sciences naturelles et les traités d'artistes, les traités des historiens de l'art. Cette conférence me permet également, alors, non seulement de traquer effectivement toutes les images du sexe faible à travers l'histoire de l'art, mais aussi d'expliquer l'installation que je propose dans cette exposition, cette installation ici qui présente deux figures archétypales du sexe féminin, le vase, je vais vous expliquer, et la fleur. Et donc, je voulais expliquer avec vous ce travail-là que je mène depuis un moment. Et puis, et puis ce vase en forme d'utérus que j'ai produit pour une exposition dans la galerie Metavilla en 2021 et qui portait justement le titre déjà de Histoire naturelle. Effectivement, l'histoire des sciences médicales montre combien elles vont contribuer à la fabrication des stéréotypes et des archétypes. Dans l'Antiquité, plusieurs philosophes et médecins vont construire une mythologie autour de la débilité et de la fragilité féminine qui va pendant de très nombreux siècles, jusqu'à la fin du XXe siècle, qui pendant de nombreux siècles vont alimenter les discours scientifiques autour du sexe faible. Et en effet, pour les Grecs et les Romains, l'homme et la femme ne sont pas considérés comme deux sexes égaux. La femme est vue par rapport à l'homme comme une impuissance, une incomplétude et une imperfection. Au IVe siècle, ça commence avec Platon. Platon, dans son livre Timée, propose une définition philosophique du féminin. La femme est pour Platon, dans l'ordre de la nature, une créature défectueuse et inférieure que le créateur avait destinée à la propagation de l'espèce, et c'est tout. La femme est décrite par Platon dans le Timée comme le produit d'une métempsychose, c'est-à-dire une métamorphose des hommes les plus vils et les plus forts en êtres inférieurs, c'est-à-dire en femmes. Donc, dès Platon, on voit que la femme est du côté de la faiblesse, au niveau ontologique du terme, la femme est du côté de cette incomplétude, ainsi que les homosexuels. On va créer cet archétype d'emblée dès Platon. Son disciple Aristote écrit vers le troisième quart du IVe siècle avant Jésus-Christ 3 traités, notamment un des plus connus, Histoire des animaux, donc 3 traités où il élabore une théorie du corps féminin qui va s'ériger comme un magistère incontestable pendant des siècles. Histoire des animaux, génération des animaux et partie des animaux, mais c'est surtout Histoire des animaux qui nous intéresse. Dans Histoire des animaux, Aristote fait de la femme une fatalité organique. La femme, dès sa naissance, est comparée à une faiblesse ontologique et son sexe est forcément défectueux. D'après lui, le sexe de la femme est génétiquement inférieur au sexe masculin en raison d'un développement embryonnaire défectueux, comme je viens de le dire, et un développement embryonnaire imparfait et inachevé. Dans l'acte de la génération, pour Aristote, la femme est un simple réceptacle passif. Le vase apparaît déjà chez Aristote, cette idée de vase, cette idée de contenant. La femme est un simple réceptacle passif qui apporte non pas de la semence, la vraie semence c'est celle de l'homme, on a compris, réceptacle passif qui apporte non pas de la bonne semence, mais une matière inerte, c'est-à-dire les règles, donc très important, les règles vont être du côté de l'abject dès Aristote, Platon et Hippocrate. Ce réceptacle passif qui crée donc une matière inerte qui ne sert à rien, moins élaborée, et qui la rend donc impuissante à concevoir la vie. Dans Histoire des animaux, Aristote est persuadé que c'est la semence de l'homme qui donne la vie, que la femme n'est que le réceptacle passif et que le sperme donc est complètement actif dans tout ce rôle
de la création. Et donc sur ce, chez Aristote dans l'Histoire des animaux, la femme n'exerce qu'un rôle mineur et inférieur, évidemment, par rapport à l'homme. On continue, toujours dans l'Antiquité. À partir du IIe siècle, le scientifique Claude Gallien avance que les organes sexuels de l'homme et de la femme sont identiques dans leur structure, mais différents dans leur distribution. Les ovaires lui apparaissent comme un renversement et une intériorisation des testicules. Effectivement, pour Galien, et ça c'est quelque chose qui sera repris par le philosophe Hegel, pour Galien, la constitution féminine est la copie inversée de la masculine. La femme représente donc l'élément récepteur, encore un réceptacle, et l'homme est l'élément agissant. De plus, on apprend qu'au regard de l'appareil génital mâle divisé en testicules, le féminin est inachevé et le masculin est extériorisé, alors que les ovaires et le vagin sont non extériorisés, sont intériorisés et donc imparfaits. Aussi, encore une fois, la femme ne se définit que comme la matrice qui attend l'homme, qui attend la semence de l'homme pour être complète. Il est à noter que étymologiquement, le mot vagin vient du latin vagina, qui définit une gaine. Le vagin est en fait une gaine, un fourreau, une boîte, et notamment une gaine ou un fourreau dans lesquels on enferme une épée. Une fois de plus, le mot vagin, ou par extension, le mot vagin désigne la vision hétéronormée du sexe. Le vagin n'est là que pour envelopper le pénis. Hein, c'est le réceptacle, et c'est l'enveloppe du pénis, et c'est tout. Mais ça continue. Cette inversion anatomique s'explique, selon Galien, par un manque de chaleur naturelle à la physiologie humaine et notamment la physiologie féminine. La femme est froide et l'homme est chaud. Dans l'espèce humaine, l'homme est parfait parce que la cause de cette supériorité est en effet dans la surabondance du chaud. Cette dichotomie entre le froid et le chaud, entre le solide et l'humide, on va la retrouver dans le dernier quart du 5e siècle avant Jésus-Christ avec Hippocrate. Hippocrate considéré comme le père de la médecine occidentale, et Hippocrate, dans un traité phare qui s'appelle « Des maladies des femmes », va établir la théorie des 4 humeurs. Je vous la fais courte parce que c'est compliqué. Dans le corps, nous avons 4 humeurs, et à ces humeurs correspondent des qualités, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Et dans ce système humoral, la femme est du côté du froid, mais ça Galien l'avait déjà dit, la femme est du côté du froid, et pour Hippocrate, elle est surtout du côté de l'humide. Et l'homme est du côté du chaud et du sec. Dans ce système médical, et celui des médecins héritiers de la pensée hippocratique jusqu'au XXe siècle, l'homme est considéré donc, je résume, comme naturellement chaud et sec, et la femme, forcément, est du côté du froid et de l'humidité. Cette distinction humorale va devenir pendant plusieurs siècles la pierre de touche de l'infériorité féminine, parce que tout ce qui est humide n'est pas stable, tout ce qui est humide n'est pas solide, et tout ce qui est humide est invariant et inconsistant. Et donc tout ce qui est humide est forcément fragile, impuissant, etc. etc. Et donc, en raison de cette froideur et de cette humidité, de tempérament, la femme est pour Hippocrate, d'abord la femme crée une semence déficiente et improductive, et en plus de ça, son corps est trop délicat, trop juvénile, et elle ne peut pas, cette femme des Hippocrates, ne peut donc pas remplir, ne peut pas avoir une dimension intellectuelle et psychologique fiable. La chaleur est du côté de l'homme, la solidité est du côté de l'homme, et Galien nous dit les meilleurs sont ceux qui ont le sang à la fois chaud, ténu et pur. Ces conditions sont excellentes pour produire à la fois le courage et l'intelligence. Autrement dit, pour Galien, la femme n'est pas du côté du courage et de l'intelligence forcément. Et ça, c'est dès l'Antiquité. En plus de ça, dans l'histoire des animaux, Aristote crée une scala naturae, c'est-à-dire une échelle des êtres. Dans cette échelle des êtres, c'est une échelle de la nature. Tout en haut de l'échelle des êtres, il y a l'homme.
puis en bas il y a les mammifères, les grands mammifères, le lion, l'éléphant, bref. Puis on va passer en bas de l'échelle, à ce niveau-là, et à ce niveau, on ne voit pas, mais vous avez les plantes, mais aussi les reptiles et les amphibiens et les serpents. Et il se trouve que la femme est au niveau, pour Aristote, est au niveau des serpents, des reptiles et des crapauds. Donc déjà, c'est... et évidemment, ça aura d'énormes répercussions sur la fabrique d'Adam et Ève, qui, bien sûr, est toujours accompagnée par le serpent. Ève, cette tentatrice défectueuse, impuissante, qui est toujours accompagnée par un serpent. La Scala Naturae d'Aristote va énormément formater également la pensée médicale. Et vous voyez, la femme est du côté de l'humidité, le lézard, la grenouille, les petites bêtes de la mare, en fait. Donc on retrouve finalement cette pensée archaïque. Et puis, Hippocrate, c'est pas fini, compare la femme à un animal. L'utérus est pour Hippocrate un animal dans l'animal, et celui-ci d'ailleurs, cet animal, ça veut dire que le vagin fait peur, vous l'avez compris, et les règles sont évidemment du côté de l'abjection. Et cet animal, pour Hippocrate, il se déplace dans le corps. C'est intéressant de voir que justement la maladie de l'endométriose a souvent été comparée justement à un animal, et à quelque chose qui serait de l'ordre de l'hystérie et de la folie, quelque chose qui serait de l'ordre de l'humeur, des sautes d'humeur. Et donc tout se crée, ces visions qu'on a sur la maladie, sur toutes les maladies féminines, sur le vagin et sur l'endométriose, eh bien on les comprend avec effectivement les discours d'Aristote, d'Hippocrate. Et pour Hippocrate, l'utérus est un animal qui se déplace dans le corps et qui explique les sautes d'humeur des femmes, et qui explique également l'hystérie. Voilà ce qu'on va trouver dans toute l'histoire de l'art. Effectivement, dans les pensées archaïques, les deux sexes, on le voit, recouvrent une modification de substance, d'aspect, de forme, optimale pour les hommes, avec cette extériorisation de la sexualité du sexe, optimale pour les hommes qui produisent un sperme froid, dense et actif, minoré pour les femmes qui produisent de la mollesse, qui produisent du sang, le sang des règles, qui ne sert à rien. Et ce sang féminin, d'ailleurs, a longtemps été expliqué par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, un autre grand philosophe de l'Antiquité. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, définit le sang des menstruations comme une substance qui fait tourner les aliments. Le sang des règles étouffe les plantes. Le sang des règles fait éclater les miroirs. Le sang ternit le brillant de l'ivoire et fait rouiller le métal. Le sang fait mourir les abeilles. Et le sang attaque le fer et la rouille. Donc, effectivement, depuis Pline l'Ancien, on voit bien que les règles sont du côté de l'abject. Et je ne sais pas, mais moi je me souviens de ma grand-mère qui, quand elle tuait le cochon, demandait aux filles de la famille qui avaient leurs règles de ne surtout pas rentrer dans la cuisine. Bon, non, maintenant on ne suit plus le cochon, et on est revenu sur ces idées-là, mais vous voyez que ça imprime, ça imprègne évidemment nos habitus, y compris dans le XXe siècle. Revenons à l'histoire de l'art. Effectivement, je parlais d'Adam et Ève tout à l'heure, avec Ève qui est du côté du serpent. L'Antiquité, c'est toute cette mythologie médicale et scientifique, théorique et philosophique, va avoir d'énormes répercussions et sur la perception des corps, mais aussi en termes genrés, mais aussi sur la représentation des corps. La femme sera toujours du côté de la faiblesse, la femme sera toujours du côté de l'infériorité, alors que l'homme sera puissant et affichera toujours une nudité complètement affirmée, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Effectivement, toutes ces théories hippocratiques, aristotéliciennes, platoniciennes, vont avoir des incidences sur la représentation de nos corps, sur la perception du corps et sur cette perception du corps en termes genrés, le genre étant un outil d'analyse qui différencie effectivement culturellement la différence entre le masculin et le féminin. Et dans la tradition classique de la différence des sexes, la tradition conçoit toujours le corps comme une opposition dialectique et organique. La forme idéale pour l'homme
la forme impure et imparfaite pour la femme, l'être, le vrai être, la vérité pour le masculin, le mensonge du côté du féminin, la profondeur du côté de l'homme, alors que la femme est du côté de la surface et de la superficialité. L'homme est fort et c'est, ici vous avez le David de Michel-Ange sous les yeux, réalisé par Michel-Ange en 1504, et il trône, il fait 5 mètres de haut, et il trône sur la Piazza della Signoria à Florence, et il est l'incarnation évidemment de la virilité, de la solidité, et aussi de la force républicaine à l'époque, en ce début de Renaissance classique. Effectivement, l'homme est fort, ses formes sont verticales, elles sont robustes, elles sont dures, alors que la femme est faible, elle se cache, elle est molle, elle est humide, et le corps nu masculin va rester pendant très très longtemps, évidemment, la définition du beau, ainsi que le symbole de la mesure et de la perfection. Alberti, en 1435, rédige un De Pictura, et il fait évidemment du David de Florence le modèle à suivre. L'homme, et il dit carrément, le corps masculin est la mesure de toute chose. Et vous savez qu'ensuite, quand l'académie sera composée, il n'y a que des corps masculins qui posent. Hein. La femme ne pose pas. Hein. On étudie avant tout le corps masculin. Et le corps masculin, on l'appelle d'ailleurs une académie. Hein, donc c'est pour vous dire combien le corps masculin, bien sûr, est la mesure de toute chose dans l'art académique et déjà dans la Renaissance classique. La femme, elle, est invisible des traités, sauf dans un traité renaissant d'un artiste italien du XVIe siècle qui s'appelle Cennino Cennini, et qui, dans le livre d'art, reprend évidemment les théories antiques, le corps féminin est inintéressant à cause de l'imperfection de ses proportions. Et Rubens va également, lui, faire un traité et une théorie de la figure humaine, publié en 1773, et pour lui, la femme n'est qu'une incomplétude de l'homme. La femme est forcément un être mou, c'est un être impuissant, elle a un corps frêle, défaillant et adipeux, tout en courbe, et c'est ce qu'on voit ici dans un très beau tableau de Rubens qui se trouve au Prado, à Madrid, avec les 3 grâces, et on peut remarquer également dans ces 3 grâces ici, vous avez ici un voile mouillé qui passe, vous voyez, devant dans le sexe des femmes, et donc on retrouve évidemment notre humidité d'Hippocrate, avec voilà, ce sexe qui n'est qu'un contenant et qui attend évidemment le sexe de l'homme pour être complet. En plus de ça, donc on a un autre très beau Rubens au Louvre, avec voilà, le corps adipeux, le corps, la mollesse, synonyme d'impuissance, de non-contrôle et de défaillance. Et puis, autre chose, l'homme est une personne publique, la femme est une personne privée. Hein, ça, c'est très clair. La femme, elle reste à la maison, ça dès les origines, et l'homme est une personne publique, comme le David de Michel-Ange qui trône sur la place principale de Florence. En plus de ça, on a un historien de l'art qui s'appelle Kenneth Clark, qui est spécialiste du nu, et qui, dans un ouvrage qui s'appelle justement le nu, traduit en anglais, le nu, pour lui, le corps masculin est toujours nu. En fait, Kenneth Clark fait une différence entre nu et dénudé, entre, en anglais, les mots nude et naked. Le nu est l'image d'un corps équilibré, épanoui et assuré de lui-même. Il domine ses pensées, il domine son corps. Alors que le corps dénudé de nos Vénus Pudica, hein, ces déesses grecques, ces sculptures qui datent de l'Antiquité grecque, on les appelle des Vénus Pudica parce qu'elles sont du côté du dénudé. C'est pour Kenneth Clark, la nudité suggère un état de dénuement comme le résultat d'une faiblesse, comme le résultat d'une gêne et d'une infériorité. Et nos Vénus Pudica, elles sont toujours gênées, elles cachent toujours leur sexe. Et elles ont toujours, leur sexe est toujours caché par un voile évidemment qui cache, mais qui en même temps révèle plus que cache, mais enfin bref. Et nos Vénus Pudica, on va les retrouver
Botticelli, pour faire la naissance de Vénus, utilise une sculpture grecque de l'Antiquité qui est, tout à l'heure on a vu la Vénus de Cnide, ici c'est la Vénus des Médicis. Hein, la fameuse Vénus Médicis, parce qu'elle appartient à la famille Médicis, et donc on voit qu'elle se cache, elle est gênée, elle est en train de cacher à la fois son pubis et ses seins, et donc effectivement Kenneth Clark nous dit qu'il y a vraiment une différence de traitement entre le corps masculin et le corps féminin à travers toutes les représentations de l'histoire de l'art. La femme donc est du côté de la gêne, de la faiblesse, elle ne peut pas s'afficher comme quelque chose qui est dominé par elle-même, et donc elle est toujours représentée dans une forme de pudeur. C'est ce qu'on voit dans les naissances de Vénus de Botticelli, c'est ce qu'on va voir également dans la Vénus d'Urbain de Titien, et qu'on reverra évidemment encore au XIXe siècle dans l'Olympia de Manet. Et déjà, on parlait de l'utérus est considéré comme un animal, j'en parlerai tout à l'heure, mais la présence du chien dans la Vénus d'Urbain, ou la présence du petit chat hirsute que vous voyez là-bas, dans le coin, dans l'Olympia, annonce évidemment les poils pubiens que la femme cache. Hein, donc, la femme ne peut pas se montrer dans toute son entièreté, mais le peintre, le sculpteur, va inventer des motifs pour remplacer le sexe qu'on ne voit pas. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, je continue à monter dans le temps, au XVIIIe siècle, les médecins et les philosophes vont imposer très vite l'idée d'une nature féminine. Les femmes donc sont d'éternelles malades, on va les retrouver dans l'hystérie de la fin du XIXe siècle. Les femmes sont d'éternelles malades, que la faiblesse et la sensibilité exacerbée écartent forcément des sphères politiques et savantes. Une femme ne peut ni être artiste, ni être savant, ni être philosophe, ni être politicienne. Dès lors, effectivement, il y a un discours médical dépréciatif sur le corps des femmes afin de justifier qu'elles ne peuvent accéder à différents droits. Et c'est finalement l'argumentaire défavorable aux femmes qui s'impose et consacre ces pauvres femmes comme être foncièrement inaptes aux méditations hautes et aux conceptions sérieuses. Donc ça va perdurer jusqu'au XXe siècle. À partir des années 1750, on va le voir également dans les dessins d'anatomie ou dans les productions scientifiques, les squelettes féminins et masculins sont toujours représentés séparément. Dans les traités médicaux et sur les planches d'anatomie, les hommes sont toujours du côté des muscles, alors que les femmes sont du côté des viscères. Hein, donc ça c'est très clair dès le XVIIe siècle. Ici, vous avez un écorché de Houdon. Houdon, qui est un grand sculpteur néoclassique, et qui fait ici vous voyez, c'est un objet scientifique, hein, et on voit bien que l'homme est du côté des muscles, alors que les modèles anatomiques sont des Vénus, encore une fois, les modèles anatomiques des viscères sont toujours des femmes. Et ici, vous avez une sculpture très célèbre, mais qui n'est pas une sculpture, c'est un objet scientifique, hein, mais qui est tombé dans le marché de l'art, et qui s'appelle la Vénus des médecins. C'est très joli. La Vénus des médecins, et le sculpteur s'appelle Clemente Cesuni, une sculpture qui date de 1781. Et effectivement, on voit bien qu'il y a encore une fois une différenciation de genre, les muscles contre les viscères, les muscles du côté de l'homme, les sexes du côté de la femme, l'homme est du côté de la force physique, la femme est du côté du ventre et de la matrice. Et ça, c'est des stéréotypes aussi que l'on va retrouver dans toute l'histoire de l'art, y compris ici avec un tableau de Caravage très connu qui s'appelle La Méduse, et on sait que Freud a terminé sa vie en écrivant un texte sur la Méduse qu'il n'a pas terminé, et pour lui, pour Freud, mais pour Léonard de Vinci aussi, la Méduse, le cri de Méduse est comparé à un vagin. C'est Léonard de Vinci qui le dit à propos de cette Méduse, et Freud reprendra cette image. Ici, la Méduse du Caravage, qui, c'est assez beau parce que Caravage a inscrit cette gorgone dans le tondo, dans un tondo, c'est-à-dire un tableau circulaire, le tondo reprenant en fait l'image du bouclier de Persée. Vous savez, c'est Persée qui a coupé la tête de Méduse,
Et comme Méduse, vous savez, fige tous ceux qui la regardent, elle est en train de s'auto-figer. Donc il y a toute une mise en abîme sur la peinture, etc. C'est une œuvre absolument magnifique. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que cette bouche ouverte de Méduse est comparée à un vagin par Léonard de Vinci. Elle émane d'un corps mis à mal, c'est un corps insoumis, incompris. Elle évoque le monstrueux, l'hybride, le primitif, l'abject, la douleur du corps qui s'oppose à la grandeur de l'âme, douleur du corps qui est du côté de la femme. On retrouve notre serpent, évidemment, avec Méduse. Et donc, sur ce, j'en profite aussi pour vous parler de ce que je fais en tant qu'artiste. J'avais créé, par rapport justement à la Scala Naturae d'Aristote, qui s'appelle le vase Méduse, et c'est un vase aussi en forme de vagin, comme le vase de Freud que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc ce vase vagin ici est recouvert évidemment des reptiles pour évoquer l'humidité et pour se reconnecter à la Scala Naturae, mais aussi à toutes les formes d'abjection comme le serpent, le crapaud, etc., qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'art, comme je viens de vous le dire. Je reviens dans mon diaporama. Okay. Voilà. Et donc, effectivement, toujours pour dire que ces femmes sont du côté, effectivement, de la mollesse, de la fragilité, de l'abject, et bien sûr de la douleur du corps. Les médecins démontrent donc là aussi, dès le XVIIIe siècle, que les os des hommes que les os des femmes sont plus petits et moins durs, que la cage thoracique est plus étroite, que la peau est plus fragile, que les muscles sont plus mous, bien sûr, que les nerfs sont plus vifs, qu'elles sont plus sensibles, plus capricieuses, esclaves de leur douleur, esclaves de leurs sensations, esclaves de leur utérus, qui, vous l'avez compris, est considéré comme une faiblesse. À la fin du XVIIIe siècle, vous avez deux grands tableaux du Louvre qui illustrent parfaitement cette dichotomie entre le masculin, cette dichotomie genrée entre le masculin et le féminin. Ici, deux tableaux de Jacques-Louis David réalisés en 1780, qui illustrent parfaitement cette polarisation des différenciations anatomiques, mimiques et gestuelles. Ici, le Serment des Horaces, de 1784. Ici, les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, et on voit très bien dans le Serment des Horaces que les hommes, ici les Horaces partent en guerre et le père transmet les armes, ils sont du côté du phallique, ils sont du côté de la solidité, ils sont du côté du courage, de la détermination, alors que les femmes ne sont que des pleureuses. Et donc vous voyez, même en termes formels, les hommes sont des verticales, et en plus renforcés par la verticale de l'épée. Les hommes sont des armes. On retrouve notre fourreau d'ailleurs avec le vagin. Hein. Le vagin n'est qu'un réceptacle, n'est qu'une gaine pour un fourreau pour l'épée. Alors que de l'autre côté, on a évidemment les pleureuses, les femmes qui n'arrivent pas à contenir leurs émotions. Pareil pour Brutus, les licteurs rapportent à Brutus le corps de ses fils. C'est une histoire de la Rome antique, un tableau de 1789 qui se trouve également au Louvre. Et donc Brutus, ici, c'est l'histoire d'un patriotisme exacerbé. Brutus, ici, le général Brutus, a condamné ses fils à mort, puisqu'il n'avait pas... il voulait arrêter la guerre, enfin, bon, je vous passe l'histoire, mais c'est Brutus, on voit sa lettre encore dans la main, c'est Brutus qui a missionné l'ordre de tuer ses deux fils, qui n'avaient pas respecté son père. Et donc là, les deux fils morts reviennent dans la famille. Évidemment, la mère et les sœurs sont complètement effondrées. Il y en a une carrément qui s'évanouit. Et donc on voit bien que la femme est du côté, la vraie nature de la femme, effectivement, est du côté de la fragilité. Son squelette est moins compact et solide que celui de l'homme. Les physiognomonistes de l'époque font que son corps est plus fragile et surtout, elle a un corps qui l'incline au mouvement, à l'agitation, à l'émotion, à la volubilité, à l'inconstance, etc. Alors que l'homme est du côté de la pensée, l'homme est du côté de l'ordre,
l'homme est du côté de la politique, c'est lui qui prend les décisions. L'homme, effectivement, est du côté de la rationalité. Alors que la femme, elle est du côté de la convulsion et de la prostration. On le voit très bien ici dans ces deux œuvres néoclassiques. Alors, on n'oublie pas aussi... Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on voit avec juste ces représentations qui datent de la Renaissance ou du néoclassicisme, la médecine féminine reste en tout cas entravée dans la dialectique aristotélicienne, galénique et hippocratique. L'incomplétude congénitale et l'humidité tempérale restent les principaux marqueurs de la différence féminine et de son infériorité ontologique. La femme est du côté de la fragilité, des nerfs, de l'inconstance et de la folie, ça on a compris. On n'oublie pas aussi que la sexualisation des femmes dans ce système symbolique est liée au péché originel, et notamment à Ève. Ève, qui a été produite au 3e jour de la Genèse. D'abord Dieu a créé l'homme, au 2e jour il a créé les animaux, au 3e jour il a créé la femme. Et en plus, Ève, on n'oublie pas qu'elle est née de la côte d'Adam, c'est-à-dire qu'elle est née d'une partie du corps de Adam. Déjà, ça c'est très important. Ève, la responsable de tous les maux de l'humanité. Le fameux fruit qu'elle croque, ici vous avez sous les yeux un très joli tableau de Hans Holbein, un tableau maniériste tout à fait original. D'habitude on a plutôt Adam et Ève en pied, ici dans un manuscrit d'un codex du Xe siècle. Et ici on a un portrait directement sur la faute de Ève. Elle nous montre au premier plan la pomme. En fait, la pomme, auparavant, n'était pas une pomme. L'arbre de la connaissance, c'est un figuier. Ici, on le voit très bien dans ce très joli codex. C'est un figuier. D'ailleurs, on cachait les sexes avec des feuilles de vigne. Mais vous avez un autre grand théoricien au Moyen-Âge qui s'appelle Isidore de Séville. Et Isidore de Séville, dans ses étymologies, va remplacer la figue par la pomme. Pourquoi ? Parce que la pomme vient du malum, et le malum vient du mot malum, et le malum c'est le mal. Et donc la figue, ça ne correspondait pas évidemment au mal. Le fameux fruit croqué prend la forme d'une pomme dès le début de la chrétienté, car en latin malum signifie à la fois la pomme et le mal. Et la vulve, par Isidore de Séville, se définit comme étant une porte ou une boîte. Porte ou boîte, et on retrouve en fait notre réceptacle finalement que l'on a vu au début. Et Isidore de Séville en profite pour dire que de la bouche des femmes et du sexe de la femme sort n'importe quoi, rentre n'importe quoi et sort n'importe quoi. Et c'est comme ça que nos sorcières dans les contes de fées crachent des crapauds et des serpents. Vous comprenez, c'est la Scala Naturae d'Aristote, mais c'est aussi tout ce qui provient du récit biblique. Et de cette vulve qui est comparée donc à une espèce de meuble dans lequel rentre tout ce qui est de l'ordre du mal. Mais c'est pas tout. On mesure l'intuition d'une spécialité intérieure. On parlait de réceptacle tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai fait ce vase. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, ce qui s'appelle le vase de Freud. On mesure l'intuition de cette spécialité intérieure. Le vagin, l'utérus, est un coffre, est une boîte, est un gouffre, est un réceptacle, est une boîte, enfin bon, bref. Et voilà ce que dit Freud dans un de ses ouvrages majeurs qui s'appelle L'interprétation des rêves. Je cite, « Les boîtes, les coffres, les caisses, les armoires représentent le sexe de la femme, ainsi que toutes les cavernes et toutes les espèces de vases. » Et voilà pourquoi j'ai créé ce vase avec un souffleur de verre, pour revenir sur cette phrase, cette idée de réceptacle, et revenir évidemment sur cette idée de contenant et de vase apportée par Freud à la fin du XIXe siècle. Mais c'est pas tout. Cette idée je vous rappelle que Freud nous dit aussi que le sexe de la femme est comparé à toutes sortes de cavernes et toute espèce de vase. C'est aussi aussi pour ça que dans l'installation en bas, j'ai multiplié les vases pour revenir sur cette humidité et ces contenants.
qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il se trouve qu'au moment où Gustave Courbet fait ce très célèbre tableau qui s'appelle L'origine du monde, que tout le monde connaît, de 1866, eh bien, Courbet fait également les grottes de la Loue au même moment. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on a, ici, on a aussi l'impression de jambes écartées avec une espèce de trou béant, et donc on voit bien que le sexe féminin, encore au XIXe siècle, est cette espèce de grotte, de gouffre, qu'on ne s'explique pas, qui fait peur, qui est traumatisant, et qui va traumatiser énormément Freud d'ailleurs. Et donc cette idée de la caverne, on va la retrouver chez Gustave Courbet, avec ce pendant entre l'origine du monde de 1866, qui est au musée d'Orsay, et qui était propriété d'un sultan qui s'appelle Khalil Bey. Et Khalil Bey adore les sujets érotiques parce qu'il avait également acheté de très beau et très, très érotique peinture de Ingres. Et Khalil Bey avait caché sous un rideau, parce que c'est quand même difficile à montrer en 1866, un tel tableau, et il avait caché l'origine du monde. Encore une fois, vous voyez, le nu féminin est du côté du caché. Il faut voiler ce nu féminin, du côté du dénudé, comme dit Kenneth Clark. Et il avait caché son origine du monde, pourtant qu'il avait commandé à Courbet, derrière un rideau de velours vert. Et vous regarderez dans l'installation de Nadia en bas, son installation est composée de 2 rideaux verts en hommage ou en citation à l'origine du monde de Courbet. Mais effectivement, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que Courbet fait en même temps que l'origine du monde les grottes de la Loue, et en même temps on revient à notre humidité. Les grottes, c'est l'obscurité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est un peu aussi la terreur. L'humidité éveille la méfiance des autorités médicales, l'humidité est du côté de la morbidité physiologique et cérébrale, et Freud compare les femmes et la féminité à une grande énigme. À la fin de sa vie, notamment dans le texte qu'il consacre à Méduse, Freud, qui ne comprend rien au sexe de la femme, finalement, alors qu'il a toujours écrit là-dessus, l'appelle carrément le continent noir, le dark continent. La vulve, le sexe féminin est comparé, est appelé par Freud, est taxé de dark continent, pour signifier que le féminin reste inaccessible et impénétrable. Et la conclusion de sa conférence sur Méduse en 1932 est de ce point de vue éclairante, je cite, « Si vous voulez en apprendre davantage sur la féminité, interrogez votre propre expérience, parce que lui il n'arrive pas à expliquer, adressez-vous au poète ou à l'artiste, ou bien attendez que la science soit en mesure de vous donner des renseignements plus approfondis. » Donc ça veut dire qu'en 1936-32, on ne sait toujours rien sur le sexe féminin qui est plutôt du côté de l'abjection et de la terreur. Et donc, Julia Kristeva, qui est une grande historienne de l'art, de l'horreur, de la représentation de l'horreur dans l'histoire de l'art, nous dit que, je cite Julia Kristeva, l'abjection reste indissociable de la femme et de toutes ses substances, et notamment de l'humidité et des règles. Donc, tout vient évidemment de là et de toutes les pensées archaïques que nous avons vues tout à l'heure. Alors, tout ça explique le vase et la présence des vases et des réceptacles. Maintenant, la fleur qui se présente dans l'installation que je propose. Pourquoi la fleur ? Eh bien, parce que depuis le Moyen-Âge, le sexe féminin est métaphorisé ou métonymé par une fleur. Le sexe féminin est en effet du côté des sciences de la nature. La femme est associée au symbole de vie et de fertilité. La femme est rattachée à la nature dans l'idée d'une fécondation continuelle et son sexe, qui doit être caché avec la typologie des Venus Boudica, on en parlait tout à l'heure, et le sexe est toujours caché par une fleur. Ici, vous avez un très joli tableau qui s'appelle carrément La chute de l'homme, la chute de l'homme. Avec Ève, on voit Ève attraper une pomme, Maloum, alors que c'était une figue au départ, une pomme, et elle a dans son autre main une pomme. Adam est en train de lui dire de ne rien faire, elle n'écoute pas, et son sexe est caché ici par un iris. Et bien sûr, regardez, elle est tentée par le diable, elle est tentée par le serpent, puisque la femme est toujours
du côté du serpent depuis la Scala Naturae d'Aristote, mais regardez, c'est un serpent-dragon avec une tête de femme. Donc on voit bien que Hugo van der Goes récupère les associations que Hippocrate et Aristote avaient déjà établies dès l'Antiquité. Et donc ce sexe est très joliment caché par un iris. Je mets en parallèle une œuvre contemporaine de Patrick Neu, N-E-U, Patrick Neu, qui est un peintre contemporain et qui tous les ans, à la même époque, à la date de son anniversaire, va peindre des iris dans le jardin de sa mère. Et le jardin de sa mère devient un peu la matrice. Le jardin, vous voyez, le jour de son anniversaire, le jour où il est né, où il est sorti du ventre de sa mère, et tous les ans, il va peindre les iris de son jardin. Et je trouvais que c'était joli de faire ce parallèle entre Hugo van der Goes et Patrick Neu. Et moi-même, je pose, enfin, comme vous l'avez compris, en tant qu'artiste, je réécris l'histoire de l'art et tous les archétypes de l'histoire de l'art et des représentations, notamment du corps féminin. Et donc, je rejoue en fait le Hugo van der Goes avec voilà, un iris jaune ici. Bref. Donc, la femme est rattachée effectivement aux sciences naturelles, son corps mutilé, son corps est métaphorisé, enfin mutilé parce que c'est toujours un fragment qu'on métaphorise et qu'on métonymise, est déplacé dans plusieurs formes, beaucoup de fleurs. Alors, l'iris qui revient régulièrement, la rose, mais alors, comme ici dans un très joli tableau de Parmesan, une vierge à la rose, assez érotisé pour une image de vierge. Un tableau de Louis-Jean Meaux, ici, un tableau du 19e siècle. Souvent, vous avez des fleurs éparses, vous voyez, à la place du sexe, enfin, c'est très courant. Mais le sexe est aussi métaphorisé souvent par une grenade. La grenade est, depuis l'Antiquité, un symbole de fertilité. Ces nombreuses graines annoncent justement cette fertilité. Donc ici, on le voit, par exemple, dans un très joli tableau de Botticelli, et moi-même, je mets en scène dans une installation. Vous avez également des huîtres, ça c'est facile, le sexe féminin est métaphorisé par une huître. Ici, un tableau du XVIIe, de Jean Steen, ça s'appelle La mangeuse d'huîtres, un tableau de 1658. Ces tableaux, on les appelle des tableaux de joyeuse compagnie. Et ici, la nourriture, l'huître, au centre de la représentation, cette nourriture réputée aphrodisiaque, ainsi que le regard insolent de cette jeune fille qui nous attrape, renvoie bien sûr aux maisons closes. C'est une prostituée qui nous attend. Et regardez, elle nous tend l'huître pour nous montrer le sexe que l'on ne voit pas. Alors on va retrouver des papillons, des graines, enfin bref. Ici, des tableaux que vous connaissez de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe qui passe toute sa vie à faire des fleurs sexes. Vous voyez, on dirait des grottes aussi, des fleurs un peu monstrueuses. Georgia O'Keeffe qui travaille dès les années 20-30 sur cette série de fleurs. Le corps féminin, on le voit, est transposé à la fleur. Pourquoi ? Parce que les fleurs produisent aussi une substance liquide. Les fleurs sont du côté de l'humide. Le suc des plantes, les giclures des fruits, comme la grenade, le suc des plantes, les giclures des fruits, toutes ces sciences de la nature sont connectées. L'explosion sensuelle de la couleur, les lourds pétales affichent une sexualité finalement débridée. Ce sont des bouquets de fleurs dangereux. C'est une nature vaginale finalement qui métaphorise la passion, le débordement et la folie. Et on voit très bien quand même que toutes les fleurs de Georgia O'Keeffe sont des signes de l'éros et sont du côté de quelque chose qui déborde et qui relève de la passion. Et je voulais vous montrer aussi ce Georgia O'Keeffe qui est très intéressant. On dirait l'origine du monde de Courbet. On dirait les jambes écartées. C'est peut-être moi qui vois des trucs partout, mais on dirait des jambes écartées avec le sexe à l'intérieur. Et pourtant, Georgia O'Keeffe disait aux journalistes de l'époque, non, je ne peins pas du tout des sexes. Je ne peins que des fleurs. Mais quand on voit cette œuvre, on doute un peu quand même de ses intentions. Voilà, la fleur, donc du côté qui va également remplacer le sexe. Mais si je vous remontre ici Botticelli, c'est parce que le corps féminin est aussi métaphorisé par le coquillage. Le sexe, la vulve, le vagin, et puisqu'on parle de liquide et de contenant, le sexe est souvent représenté par
des vases, on a compris, des fleurs, mais aussi des coquillages, comme ici notre Sandro Botticelli qu'on a déjà vu tout à l'heure, ou ici un très joli Lorenzo Lotto pré-maniériste qui annonce bien les choses aussi. Regardez, il est très érotique. En fait, déjà le sujet est érotique, hein, c'est Cupidon qui veut coucher avec sa mère, Vénus Aphrodite, et Cupidon nous montre ses ardeurs. Vous voyez, il urine sur sa mère, et l'urine passe à travers un cerceau de feuillage, donc il y a bien pénétration, vous voyez, c'est très clair quand même hein, comme message, pénétration à l'intérieur d'un trou, et elle, son sexe est caché par des pétales de rose, et au-dessus de sa tête, un grand coquillage, vous le voyez, donc c'est très clair aussi, le coquillage qui remplace le sexe que l'on ne voit pas. Donc on va retrouver effectivement cette typologie du coquillage, ce contenant de liquide comme l'huître, hein, on va la retrouver énormément dans l'histoire de l'art. Ici ce n'est pas un coquillage mais c'est un tableau, le peintre préféré de Diderot qui fait de la femme aussi un être inférieur bien sûr et déficient. Le peintre préféré de Diderot, Jean-Baptiste Greuze. Ici c'est un tableau qui nous intéresse. C'est un tonneau aussi de format ovale, comme notre méduse de tout à l'heure. Ça s'appelle La Cruche cassée. Le peintre, c'est Jean-Baptiste Greuze. Il représente une jeune femme en robe blanche, décolletée, et sur son sexe, elle tient le vase qu'elle vient de casser, avec des roses à l'intérieur. Donc ici, on a les deux, hein, c'est très simple. On a à la fois les contenants, on n'a pas le coquillage, mais on a le vase et on a la fleur. En 1771, le peintre répond à une commande de Madame du Barry, favorite de Louis XV, grande amatrice pour orner ses appartements du château de Louveciennes, enfin, je peux vous faire toute la commande, et comme à son habitude, Greuze choisit pour sujet une figure juvénile qui porte une ambivalence parce qu'à regarder de près, on voit qu'elle est débraillée, son sein nous est montré, et très certainement que Jean-Baptiste Greuze nous dit qu'elle vient d'être déflorée. Le terme défloré, ça vient évidemment du mot fleur, elle vient de perdre son innocence, elle vient de perdre sa virginité, et cette perte finalement, ce dépucelage, cette défloraison, elle est montrée ici, de façon détournée bien sûr, on ne peut pas le montrer à la fin du XVIIIe siècle, elle est montrée par Jean-Baptiste Greuze. Voilà. En plus de ça, on sait que le sexe féminin va prendre des petits noms, ça passe dans le langage, nos organes féminins vont puiser dans le règne végétal, on va comparer le sexe à une prairie, à un jardin, à un lys, un iris, une rose, une figue, pour ne citer que, mais il y a aussi la connotation à l'animal. On en avait parlé avec Hippocrate, hein, l'utérus est comme un animal dans un animal, donc le mot chatte, on a le jardin, le jardin, la prairie, mais évidemment on a le mot chatte, on a le mot fourrure. Ici vous avez un très joli tableau de Rubens qui représente sa femme, on voit l'amour qu'il porte à sa femme d'ailleurs et le désir pour sa femme. Ici c'est un tableau de 1638 qui s'appelle La Petite Pelisse, et Rubens, très amoureux de sa femme, Hélène Fourment, la montre entièrement nue, mais encore une fois elle se cache. On voit bien qu'on est dans le registre des Vénus Pudica, ça n'en sortira pas sauf en 60 et 70, je vais vous montrer tout à l'heure. Elle se cache et en plus son corps est revêtu d'une grande fourrure, une pelisse, d'où le titre La Petite Pelisse. Le format vertical de la toile accentue encore plus la gêne. On a l'impression d'une image volée à la dérobée, hein, comme si on regardait à travers un trou de serrure. Et donc, effectivement, la pelisse, devant son sexe, cette grande fourrure jetée sur ses épaules, et la matérialisation même de la toison pubienne que l'on ne voit pas. Et donc, dans toute l'histoire de l'art, la présence de chiens, de chats, comme on a vu dans la Vénus d'Urbain de Titien tout à l'heure, la présence de chats ou de chiens, l'œuvre est un peu coupée, mais ici c'est un fragonard qui s'appelle la Gimblette, et donc elle porte un petit chat, elle joue avec un petit chat, c'est des œuvres rococo, hein, c'est l'aristocratie s'amuse, elle joue avec son petit chat, et en même temps, regardez, elle donne à son petit chat un gâteau en forme d'anneau. À l'époque, c'est ce qu'on appelle des gimblettes.
des petits gâteaux en forme d'anneau, et regardez, elle passe son doigt dans l'anneau, donc il y a bien pénétration, comme dans notre Lorenzo Lotto de tout à l'heure, et donc le chat matérialise évidemment la toison pubienne que l'on ne voit pas, et en même temps, elle exprime un geste sexuel avec ce gâteau, voilà, dans qu'elle nous montre. Et bien sûr, le chat, ici, dans l'Olympia de Manet, tableau de 1866 qui se trouve à Orsay, qui représente Victorine Meurant, qu'on reconnaît, c'est une prostituée très célèbre à l'époque. Victorine Meurant, qu'on trouve également dans le Déjeuner sur l'herbe de Manet, du même artiste. Sa main cache-sexe, ses bijoux, regardez les fleurs que tend la servante, hein, qui remplace aussi le sexe, mais aussi, surtout, le petit chat noir qui se trouve à côté, la queue relevée, la présence du chat avec ses deux petits yeux jaunes. Ce chat qui remplace effectivement le sexe qu'elle cache, le sexe qui est ici métaphorisé. Et Georges Bataille, qui est un grand théoricien et philosophe, dans son livre L'érotisme, taxe ce tableau d'impur, il taxe Victorine Meurant d'impur, puisque le sexe finalement est relevé ici. Et d'ailleurs, Georges Bataille, dans l'érotisme, nous dit, je cite, 1957, « L'image de la femme désirable serait fade si elle n'annonçait pas ou ne révélait pas en même temps un aspect animal, sauvage et régressif. » Hein, toujours ce sexe, donc la femme est toujours du côté du sauvage, cet aspect animal, la femme est du côté de l'impureté, la femme est du côté de l'animalité, et d'ailleurs Rubens, dans sa théorie de la figure humaine, compare la femme à une jument. Hein, donc cette association femme-animal est souvent reprise dans l'histoire de l'art. Cette association femme-animal, sexualité, mais aussi pénétration, et domination. On la retrouve dans un tableau de Cracovie, La Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, peint entre 1488 et 1490, témoignage d'une liaison d'amour entre Cecilia Gagliarani et un des Médicis. Et donc ici, le félin annonce évidemment le sexe qu'on ne voit pas, mais en plus, regardez, la main de l'hermine se met dans un triangle rouge, carrément pénètre, de façon évidemment métaphorique, hein, la patte de l'animal, du mustélidé, se trouve dans le triangle, dans le pubis de Cecilia Gagliarani. Et donc, évidemment, cette association femme-animal, on va très souvent la retrouver dans toute l'histoire de l'art. Ici, un très joli tableau maniériste fait par Parmesan, Parmigianino, qui s'appelle Antea. Et vous voyez, elle a une espèce de fourrure qui devient une bête, et la bête est en train de mordre un chaînon de sa chaîne. Vous voyez, elle pénètre là aussi un cercle, et elle-même, Antea, pendant qu'Antea met son doigt dans le maillon d'une autre chaîne. Donc vous voyez, on vient chez Fragonard, chez Parmesan, on a toujours cette espèce de pénétration finalement à l'intérieur de ce corps. Là aussi, j'en profite pour parler un peu de ma pratique. J'ai également fait ce vase qui s'appelle le vase mamelle, et qui s'appelle Suzanne. En fait, je vous la fais court. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Suzanne Tessier, qui a véritablement existé, qui a vécu à Issy-Jacques, en Dordogne, dans un petit village. Et donc, à 12 ans, dans les années 10 du XXe siècle, le bœuf, donc elle est issue d'une famille d'agriculteurs, et le bœuf de la famille meurt, et les parents décident de remplacer le bœuf par leur jeune fille, par la fille, et à 12 ans, elle va évidemment tirer la charrue jusqu'à la fin de sa vie. Ses parents l'empêchent de se marier, l'empêchent d'avoir des amoureux, parce que la femme, c'est un outil de travail. Et donc évidemment, son corps va être déformé. Dans ce village, on l'appelle la saucisse, parce qu'en fait, son corps est évidemment tout courbé, et donc elle va toute sa vie conduire la charrue, finalement, et remplacer la vache de ses parents. Bref. Autre maladie très importante et relative à tout ce qu'on vient de dire et relative à toutes ces pensées archaïques, l'hystérie. À la fin du XIXe siècle, évidemment, on a bien vu que cette femme, elle abjecte, monstre, déficiente, etc.,
tous ces sujets, tous ces thèmes, on va les retrouver dans la notion d'hystérie traumatique, popularisée par Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière. Et dans ce qu'on va appeler l'hystérie, il est intéressant de constater d'emblée que le mot utérus, vient du grec ancien hystérica, hystérie. Donc c'est intéressant de voir que utérus et hystérie étaient déjà liés dès les étymologies et dès l'Antiquité. Hippocrate, le père de la médecine, on l'a vu, a été le premier à avancer le fait que l'utérus était particulièrement enclin à perdre les pédales, qu'il était du côté des humeurs, du côté des nerfs, du côté de la folie, et en plus Hippocrate en rajoute, nous dit qu'il produit en plus des émanations toxiques. Donc, bon, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'hystérique est une maladie essentiellement, l'hystérie est une maladie essentiellement féminine, qui va devenir l'objet d'un savoir à la Salpêtrière. Jean-Martin Charcot est tout simplement le maître de Freud. Donc pas étonnant que Freud reprenne aussi toutes ces hystériques. Et donc, c'est intéressant de voir que Jean-Martin Charcot, lui, va photographier les crises épileptiques et les crises hystériques, pendant que Paul Richer, lui, va faire des dessins des crises. Et tout ça va avoir d'énormes répercussions sur tous les arts à venir, et avec ce qu'on appelle la grande crise, c'est-à-dire le moment où vous êtes tellement en crise que votre corps devient solide et que votre corps fait un arc complètement solide. Voilà. Et donc, vous ne voyez pas là bien, mais ces dessins ont été repris par une grande sculptrice qui s'appelle Louise Bourgeois, et Louise Bourgeois va faire toute une série de cette. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est que Jean-Martin Charcot, le père de Freud, et Paul Richer vont écrire à la fin du XIXe siècle un livre qui s'appelle « Les démoniaques dans l'art ». Et dans ces démoniaques dans l'art, on va trouver les dessins et les photographies de nos pauvres hystériques de la Salpêtrière, les démoniaques dans l'art, qui vont reprendre, qui rappellent les gravures réalisées en 1494 du Malleus Maleficarum, le marteau contre les sorcières, destiné à lutter contre les sorcières. L'hystérie est donc du côté de la sorcellerie. La femme est bien du côté du mal. La femme est bien du côté de Satan. Et donc, on retrouve évidemment cette hystérique ici dans un tableau de l'époque où on voit Jean-Martin Charcot avec une hystérique. Vous savez, il y en a une qui est très connue, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Une hystérique de la Salpêtrière. Il y a un film sur elle. Aidez-moi. Augustine. Oui, merci. Et là, il se trouve que c'est Augustine, évidemment, hein, c'est la femme qui ne se tient pas, elle est en crise, elle est presque un animal, et donc Jean-Martin Charcot fait évidemment une leçon. Je vais m'attarder sur ce tableau de 1906, qui est fait par un Espagnol qui s'appelle Enrique Simone y Lombardo, et qui s'appelle Anatomie du cœur, un tableau de 1906. C'est assez symptomatique aussi de la différenciation des sexes, et aussi d'une sexualité qu'on n'explique pas à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, pardon, le tableau est de 1906. Un vieux professeur tient dans la main le cœur qu'il vient d'extraire du cadavre d'une femme. Et comme il regarde le cœur comme si il est en train de nous dire, mais enfin, cette femme, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas de... Voilà, comme si cette femme, on ne pouvait pas expliquer justement son corps et ses réactions. Alors vous voyez, c'est assez troublant. Donc elle est évidemment à l'horizontale, elle a les cheveux roux comme les sorcières, hein. Son corps est blanc, laiteux, elle a des formes assez généreuses, donc il y a une part d'érotisme évidemment aussi dans cette œuvre, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que l'image crée une opposition entre le cerveau du savant, entre le cerveau responsable de la connaissance et le cœur dépositaire des passions. Et donc on voit qu'il y a une dichotomie entre le savoir d'un côté, l'érotisme et le sexe de l'autre. Et donc le triangle parfait que l'on voit dans l'œuvre aussi, il y a un triangle qui se dessine entre le scalpel, vous voyez là le scalpel sur le rebord de la table, le scalpel, instrument de la connaissance et de l'autopsie, et puis le visage de cette femme, le triangle et son cerveau. On voit bien que
on voit bien que cette femme est un être, voilà ce que dit le tableau, c'est un être incapable de contrôler ses sentiments. C'est un être incapable de contrôler, nous dit la science de l'époque, les battements de son cœur, mais aussi son sexe. Et là, j'arrive dans l'art contemporain, c'est intéressant de voir que Barbara Kruger, vous savez Barbara Kruger, grande artiste du féminisme, qui fait comme ça des œuvres slogans très fortes, avec 3 couleurs, les 3 couleurs des affiches de propagande russes, et Barbara Kruger va reprendre ce tableau de Simone Lombardo. Le tableau s'appelle Nos radios, c'est un tableau c'est une affiche de 1988. L'artiste a inséré une bande rouge au-dessus du corps de la femme sur laquelle sont inscrits les mots « Nos radios ». Cette phrase était couramment utilisée par les détenteurs de voitures désireux de décourager les voleurs potentiels des radios. Donc on mettait ce petit écriteau sur les voitures pour évidemment déjouer les voleurs de radio et puis les détenteurs de voitures et pour décourager les voleurs potentiels évidemment. Le texte est intéressant ici parce qu'il suggère le viol et la violence. La radio deviendrait ici le trope du cœur de la femme que l'on dérobe. Nos radios vient ici métaphoriser la perte de son intégrité physique. Voilà, et le choix de l'œuvre de Simone Lombardo n'est pas anodin. La théâtralité de la scène victimise la victime, victimise cette femme à outrance. Sa beauté, ses cheveux longs, roux, qui pendent, en font un objet de convoitise, mais surtout un objet dont il faut se méfier, et un objet sur lequel que l'on peut dominer aussi, bien sûr. Évidemment, le viol, cette façon ce viol, on va le retrouver, cette façon où l'homme domine la femme et où l'homme va rentrer dans la femme sans lui demander son autorisation. L'idée c'est ça, on va retrouver dans toute l'histoire de l'art. Ici vous avez un autre grand tableau maniériste très connu qui s'appelle Le Verrou, mais qui en fait s'appelle Le Viol directement. Grand tableau de Fragonard de 1777 qui est au Louvre. Et ici la dimension érotique de la... Donc on voit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord pour faire des choses avec ce garçon. Lui il est en train de l'enfermer et il pousse le verrou d'un côté, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que regardez comment son sexe et son impudeur est métaphorisé ici dans le tableau. Vous avez à gauche du tableau un énorme triangle rouge, toujours ce triangle rouge, la lourde tenture de velours cramoisi, choix de couleur très suggestif parce que le rouge, c'est le rouge du sexe, c'est le rouge du sang, c'est le rouge des règles. Et donc ici, il montre évidemment un sexe qu'on ne voit pas, un grand triangle rouge pour métaphoriser le pubis, et dans le lit, une espèce de coussin, vous voyez, qui simule une poitrine. Et donc les personnages, en pleine lumière, vous avez une grande diagonale de lumière qui tombe sur le personnage, qui passe par le geste, le coussin et la pomme, toujours notre pomme, puisqu'ici on retrouve évidemment le malum, le mal, et donc le vice, métaphorisé par cette pomme, éminent symbole du péché originel qu'on retrouve même à la fin du XVIIIe siècle ici. Et puis c'est vrai que cette couleur rouge, elle va souvent accompagner les femmes, dans toujours cette humidité, ce rouge, parce que cette couleur rouge vient de chromatisme, c'est la vraie couleur. D'ailleurs, les physiologistes, mais aussi tous les scientifiques de la perception et des sciences de la couleur en font la couleur la plus sexuelle. Le rouge est du côté du sexe, le rouge est du côté de la femme, mais le rouge est du côté également de la violation. Et à chaque fois que vous avez du rouge comme ça, dans une œuvre, chez Picasso, chez Egot Schiele, chez Vallotton, chez Fragonard, il y a quelque chose de l'ordre de la violence, et notamment de la violence sur la femme. Bon, après, évidemment, toute l'histoire de l'art est pleine de viols, notamment avec Zeus, qui, je vous passe, qui se métamorphose en plein de... le Zeus dans les métamorphoses d'Ovide, qui se métamorphose en pluie d'or, donc
que je vais aussi prêter mon corps pour le mythe de Danaé, qui se métamorphose en bœuf, qui se métamorphose, voilà. Et donc c'est toujours l'idée, voilà, là aussi encore une fois une fusion entre la femme et l'animal, mais attention, pas n'importe quelle fusion, c'est la domination de l'homme sur la femme évidemment, et donc Zeus se métamorphose aussi en cygne pour prendre Léda, et c'est toujours des, regardez par exemple chez Boucher, c'est toujours des œuvres très violentes, zoophile, hein, bien sûr, qui évidemment annonce ce viol sur, voilà, sur la femme, avec toujours cette couleur rouge qui accompagne les... je termine rapidement avec, alors, ici, deux Magritte qui sont très intéressants. Les deux tableaux s'appellent Le viol, et vous voyez la femme, alors plus de femme, hein, plus de visage, mais son visage est remplacé, ses yeux sont remplacés par des seins. Le visage, son identité est remplacée finalement par son sexe, et voilà. Et regardez, ce Picasso aussi assez dominateur. Bref. Alors, il faut attendre les années 1960 du XXe siècle pour que l'on arrête ce genre de représentation et d'idéaux. Effectivement, quand on regarde l'histoire des idées et toute l'histoire de l'art que l'on vient de parcourir de façon très rapide ensemble, on s'aperçoit effectivement qu'il y a très peu de publications sur les femmes et il y a très peu d'artistes aussi femmes, et que les premières artistes du féminisme, comme ici Caroline Schneemann, vont essayer de renverser tout cet héritage archaïque et de renverser ces pensées archaïques. Et c'est vrai que dans l'histoire des femmes, ce qu'on va appeler les Women's Studies, un courant de recherche né à la fin du XXe siècle, eh bien les Women's Studies vont essayer de corriger les points aveugles de siècles de travaux qui invisibilisaient la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, les homosexuels, mais aussi les gens de couleur noire. Et donc, dès les années 60, les femmes artistes, les féministes, vont se lier aux révoltes étudiantes des années 60 et vont mener un combat pour essayer de changer les choses. Parce que les premières féministes nous disent on ne doit pas changer le statut de la femme dans la société, on doit changer le regard qu'on a sur elle, on doit changer les visions de la médecine, on doit changer les visions philosophiques du corps de la femme, et on doit transformer non pas simplement son image, mais en même temps toutes les structures qui fixent cette image, c'est-à-dire le regard de l'homme sur la femme. Et la femme n'est pas un objet de désir, la femme n'est pas un objet de convoitise, la femme n'est pas réservée à la famille, et la femme peut avoir des fonctions politiques, etc. Et donc, ce terme de féminité va être reconstruit, cet autre sexe va être repensé. C'est exactement quand Simone de Beauvoir dit dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Cette phrase « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir est intéressante parce qu'elle suggère en effet un procédé de transformation conditionné par le désir de l'autre. Elle suppose effectivement une fabrication de l'être, et elle suppose une fabrication de l'autre par effectivement des idées archaïques. Et donc il faut réinventer radicalement l'image de la femme et ce que l'on pense sur cette femme. Et donc les premières artistes féministes vont évidemment utiliser la performance. Et pourquoi la performance ? Parce que c'est un art nouveau. Hein, les femmes artistes vont utiliser des arts qui ne sont pas réservés aux peintres et aux sculpteurs, parce que jusque-là, avec l'Académie, les grands artistes, ce sont des peintres et des sculpteurs. Donc, les féministes vont utiliser la performance. Elles vont arrêter avec cette Vénus pudica, elles vont s'afficher comme un corps, on le voit ici avec Caroline Schneemann, qui carrément, sur des tables, va dérouler un texte de son vagin, un texte qu'elle a écrit elle-même, je vais y venir. Et donc c'est un corps qui s'assume, c'est pas un corps qui se voile, c'est pas un corps fragile, c'est un corps qui s'assume, comme le David de Michel-Ange, et c'est un corps qui s'exprime. Donc on voit bien que il y a beaucoup de performances liées au vagin, parce que vous comprenez, il y a tellement de siècles
y a tellement de choses à rattraper et à réécrire. C'est du récit que l'on réécrit. C'est tous les récits depuis l'Antiquité que l'on doit réécrire, et c'est toutes les images de la femme, y compris la nudité. Et c'est pas un nu qui se déshabille et qui se cache, c'est un nu qui s'affirme. Et donc les nouveaux médias, effectivement, vont intéresser ces nouvelles artistes, c'est-à-dire les nouveaux médias, des installations, des vidéos et surtout des performances. Et cette tendance est visible chez Caroline Schneemann, ici, qui va faire une performance en août 1975 qui s'appelle Interior Scroll. Et elle dit qu'elle veut renverser évidemment la symbolique de la sexualité. Le sexe devient une intelligence. Hein. Elle remet en question la dualité systématique de la sensibilité féminine et de l'intelligence et la rationalité masculine. Elle se met en scène nue, juchée sur une table alors qu'elle a ses règles. Et elle déroule de son vagin un texte qu'elle a écrit et qui s'appelle « Cézanne, she was a great painter ». Cézanne était un grand peintre. Elle était « she was ». Comme si Cézanne était une femme. Donc là aussi, elle veut réécrire toute l'histoire de l'art. L'histoire de l'art a été écrite par des hommes et surtout a été écrite pour des hommes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes artistes avant les années 60, enfin à peu près. Donc, le point culminant de la performance, la voit effectivement dérouler un rouleau de papier logé dans son vagin et elle lit le texte qu'elle a écrit. Et donc, son vagin devient symboliquement l'espace de l'intellect, l'espace de la maîtrise et l'espace du récit. Hein, et d'un récit qu'elle va écrire elle-même et non pas par les autres. Et la performance, on le voit ici, est utilisée par cette génération féministe en tant que nouvelle forme d'art, dépourvue des traditions de la peinture ou de la sculpture, dépourvue surtout des traditions régies par les hommes. Et on fait de la nudité ici un programme politique. Le corps est un corps slogan, le corps est un corps message, le corps est un corps évidemment qui s'affiche et qui s'affirme. Et c'était très intéressant quand Nadia a fait sa performance mardi soir pour le vernissage. Nadia était entièrement nue et on venait écrire sur son corps pour mettre en valeur les morceaux de corps touchés par l'endométriose. Mais cette nudité, elle est en train de disparaître. Hein, elle est en train de... Donc c'est très émouvant de voir qu'on a encore des artistes qui s'affichent entièrement nus dans l'espace public, heureusement, parce que ça dit des choses. Et les féministes sont... leur corps nu était une arme, vous comprenez. Alors après, on a aussi la performance de Shigeko Kubota, artiste de Fluxus, artiste japonaise du mouvement Fluxus, qui en 1965, va faire une œuvre qui s'appelle Vagina Painting. Donc c'est très simple. Hein. Donc elle met je ne sais pas comment elle a fait, mais elle met des pinceaux dans son vagin et elle fait des grandes peintures avec son vagin. C'est une façon aussi de dire que la femme peut être peintre, hein, et que elle peut, voilà. L'idée, c'est que d'une façon générale, les féministes démontrent encore aujourd'hui, hein, que l'injustice est plus profonde encore, que l'injustice découle d'un système scientifique, éducationnel et institutionnel de la vision du réel dans une tradition dominante masculine, dans une tradition, masculine, blanche et occidentale. Et vous avez un ouvrage d'une grande historienne de l'art, Linda Nochlin, c'est la première histoire de l'art féministe, hein, sur les femmes, les femmes et féministes, ça va être, Linda Nochlin, qui propose une relecture de l'histoire de l'art à partir de la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Bien sûr, il y en a eu, et d'ailleurs, on n'arrête pas de réécrire l'histoire. Bien sûr, il y a eu Artemisia Gentileschi dans le baroque, mais ça, on l'a redécouverte que dans le XXe siècle. Bien sûr, il y a eu Rosa Bonheur au XIXe siècle, mais les historiens de l'art du début du XXe ont complètement, Rosa Bonheur, on vient juste de la redécouvrir. Les historiens de l'art du début du XXe siècle avaient complètement zappé Rosa Bonheur. Hein, on avait complètement oublié. Donc elle redevient à la mode en ce moment. Et Linda Nochlin nous dit,
nous demande pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes dans un essai de 1971, et elle répond parce que l'histoire de l'art a été écrite par des hommes, et parce que les images des femmes ont été traduites par des scientifiques, des médecins, des historiens et des philosophes. Et donc vous avez également dans la même verve ce qu'on appelait les guérilla girls. Donc vous avez compris que la femme part en guerre contre ces visions archaïques. Les guérilla girls, un groupe de femmes fondé à New York en 1985 et dissous en 2001, elles n'existent plus, pour la promotion de la place de la femme dans l'art. Et les membres sont restés anonymes, ce qui là aussi est très courageux. Les membres sont restés anonymes, elles portent toutes des têtes de gorilles. Gorille, guérilla, enfin vous voyez, il y a un jeu de mots là-dessus. Et elles portent les noms, c'est très joli, des artistes femmes décédées que l'on doit réactiver, comme Frida Kahlo, comme Anna Orr, et comme par exemple Unica Zorn. Vous savez, c'est la femme de Hans Bellmer, celle qui a été ligotée et malmenée par Hans Bellmer. Et Unica Zorn, elle a fini dans un hôpital psychiatrique. C'est carrément son mari, son artiste de mari, qui l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique. Et donc c'est intéressant de voir qu'elles vont mener des combats, elles vont faire des affiches, elles s'aperçoivent effectivement que lors de l'exposition du MoMA en 85, d'ailleurs c'est l'année où elles fondent leur groupe Guerrilla Girls, en 1985, il y a une grande exposition au MoMA à New York, 1985, c'était hier, sauf pour les étudiants qui sont nés en 2002, mais en 1985, le MoMA a fait une grande exposition, et dans cette exposition, on trouve que 4% de femmes, 4% de femmes artistes. Alors que, vous voyez ce qu'écrivent les Guerrilla Girls sur cette très jolie affiche, il y a 4% seulement d'artistes femmes, par contre, il y a 76% de représentation de nus féminins. Donc évidemment, vous allez au Louvre, il y a plein de nus féminins, mais ce sont des nus féminins évidemment peints par des hommes et non pas par des femmes. Voilà, donc on essaie de évidemment changer les choses, et donc il y a plein d'historiennes de l'art, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ça, mais vous avez Linda Nochlin, vous avez également Judith Butler, qui a écrit très célèbre Troubles dans le genre. L'idée, évidemment, c'est d'arrêter avec le genre et de tenter de faire, non pas des femmes comme des hommes, c'est pas le but, mais d'arrêter avec cette différenciation sexuelle et de regarder, évidemment, le corps des femmes autrement. Je parlais d'installation tout à l'heure, les féministes vont s'approprier les nouveaux médias, et c'est une très jolie installation, la première installation de l'art féministe par une grande artiste américaine, Judy Chicago, qui a exposé au CAPC il n'y a pas longtemps. Et Judy Chicago va faire une installation entre 74 et 79 qui s'appelle The Diner Party. Et elle aussi veut participer à une relecture de l'histoire de l'art. Cette installation se compose de 39 tables à manger dressées en forme de, vous le voyez, en forme de triangle, c'est le triangle pubien bien sûr. 39 tables à manger dressées qui forment un triangle d'environ 15 mètres de côté, et chaque table représente une figure historique féminine. Donc on va retrouver Virginia Woolf par exemple, là aussi Frida Kahlo, etc. Et en plus de ça, chaque place de la table comporte un chemin de table brodé au nom de l'artiste, une céramique, une assiette représentant un pubis, on reconnaît les fleurs de Georgia O'Keeffe, ou qui symbolise une fleur ou un papillon ou un coquillage, on l'a vu. Et la table donc comprend ces 39 places pour autant de femmes mythiques et historiques que l'on doit remettre en scène. Mais il y a même la Judith de Holoferne, vous voyez ici. Et l'œuvre d'art, on est dans le structuralisme de l'époque, et l'œuvre d'art se conçoit comme un objet capable de modifier le contexte, capable de modifier l'histoire, capable de modifier les récits. Voilà, est capable de créer un nouveau langage. L'idée, c'est de traquer les angles morts de l'histoire de l'art. Et donc on voit bien, ces artistes sont des chercheuses. Elles traquent les angles morts de l'histoire, de la science ou de
l'histoire de l'art, et elles essaient d'en refaire autre chose. Mais ce qu'on essaie également de faire, c'est de refaire parler des règles, un peu comme tout à l'heure Caroline Schneemann sur sa table. Ici, vous avez, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais c'est une très jolie vidéo de Pipi Lottiriste. Pipi Lottiriste, qui est une artiste qui travaille encore et qui a filmé ses règles. Et elle danse, enfin ouais, elle assume complètement, elle est entièrement nue, et elle filme ses règles qui dégoulinent sur son corps. Et Butt Clip, vidéo de 1994, est un éloge au sang féminin, longtemps considéré comme symbole d'abjection, on l'a vu, et elle use avec brio des potentialités de la vidéo. Elle fait des espèces d'incrustations d'images, elle fait des dissonances sonores, et donc c'est hyper pop, hein, c'est très clip vidéo, et ça nous entraîne, ça remet en valeur le sang des femmes, et voilà, et ça en fait un outil de séduction impérable, voilà. Et vous avez également Judy Chicago qui va faire une série de photos qui s'appelle Red Flag, avec un tampon imbibé de sang qui sort de son vagin. Et je termine avec une dernière vidéo d'une artiste contemporaine qui s'appelle Casey Jenkins. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil au travail d'Emma Egreto, qui ici tricote. Mais ici, Casey Jenkins fait une œuvre qui s'appelle Vaginal Knitting, une œuvre de 2013, et en fait, elle va mettre tous les jours, pendant 28 jours, une pelote de laine blanche dans son vagin, et elle va tricoter, y compris pendant ses règles, et donc au fur et à mesure, le tricot qu'elle confectionne, évidemment, va se colorer par endroits, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.